Ou pire, ils s'en font une idée qui est fausse. À la limite, il vaut mieux admettre, ok, je comprends pas, c'est pas mon terrain de compétence, plutôt que d'avoir un avis sur tout et raconter les pires sornettes sur des domaines qui sont tout simplement complexes. Et salut, salut! On est presque en direct pour le Zoom numéro 12. Et cette fois-ci, c'est la révolution. On a réussi à être dans la même pièce. Ouais, bonjour à tous. J'ai l'impression d'être dans un épisode des Déchiens. Bonjour Bruno Locher, comment tu t'appelles? Bon, alors on a des sujets vachement sérieux à aborder aujourd'hui. Donc c'est pas le moment de faire le pitre. Je te laisse présenter ce dont on va causer aujourd'hui. Ouais, donc hier j'étais à une conférence qui avait lieu à Clermont-Ferrand, qui était organisée par BrainCube, de Luc Julia, qui est un des co-inventeurs de Siri notamment, et qui maintenant est VP chez Samsung Innovation. Et du coup, le nom de la conf, c'était l'intelligence artificielle n'existe pas. Et ça nous a inspiré sur cet épisode du Zoom. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle, même si ça ne va pas être le thème principal. C'est plus la façon dont Luc Julia a pris son marché et a pris son secteur d'activité qui va nous intéresser ici. Et on va essayer d'échanger un petit peu sur les positionnements qu'on peut avoir par rapport à son marché, à son métier, à ses collègues, et essayer de trouver quelques clés de présentation et d'acceptation de son produit par rapport à son marché. Du coup, déjà, ce que je propose, c'est qu'on parle en premier thème de ce qu'on peut voir tout de suite chez Luc Julia, c'est qu'il est à contre-courant de son marché. Son livre et la conférence s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, alors qu'on est sur quelqu'un qui travaille la data, qui travaille une forme d'intelligence artificielle, puisque quand on voit Siri, on peut quand même dire que ça en est, et qui montre comme phrase d'Acoche que son métier, son domaine n'existe pas. Et je pense qu'on peut le voir sur pas mal de domaines où on a des acteurs qui sont à contre-courant et qui sont un peu les plus clivants. Est-ce que toi, tu as des exemples par rapport à ça ou des choses qui te viennent en tête spontanément? Ah bah, il y en a plein, oui. Déjà, là, en regardant mon flux Twitter, des fois j'ai envie de faire une conférence. L'intelligence n'existe pas, mais bon, c'est peut-être un autre sujet. Ce qui, moi, me marque beaucoup, en fait, dans les gens qui sont plutôt en tendance, c'est d'avoir un côté complètement binaire. J'ai déjà connu par exemple les startups qui étaient à leur apogée en 99-2000 et les startups qui devenaient le démon absolu en 2001-2002 après l'éclatement de la bulle de la net économie. Et je pense que ce qu'explique Luc Julia, c'est à peu près la même chose par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que son titre est un peu provoque, c'est pas vraiment que l'intelligence artificielle n'existe pas. Enfin, lui, il dit ça aussi parce qu'il préfère parler d'intelligence augmentée, je crois. Mais c'est plutôt parce que s'il y en a qui se souviennent un petit peu de l'histoire de l'intelligence artificielle, il y a eu une période qu'on appelait l'hiver de l'intelligence artificielle qui correspondait en fait à une période où plus personne n'y croyait, tous les budgets de recherche étaient gelés, tout simplement parce qu'il y avait eu des désillusions, et ces désillusions, ben, elles étaient à la hauteur des espoirs qui avaient été placés en ces technos, et je pense qu'un tel discours, il est complètement salutaire pour l'intelligence artificielle, puis d'une manière assez générique. Très souvent, en fait, mais c'est porté par les médias, mais c'est pas que de leur faute, c'est tout le monde. On peut se laisser embarquer par l'espoir fou d'avoir la nouvelle techno ou le nouveau concept qui va tout révolutionner. Et le contre-coup est en général aussi fort que l'illusion qu'on avait au départ, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à tenir des propos suffisamment modérés dès le départ et à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être le positif ou le négatif dans tout ça. Et l'intelligence artificielle, vu que c'est le sujet du moment, c'est vraiment le truc. Si vous avez envie de lever des fonds pour votre startup, collez le mot IA partout dans le business plan, mais même si c'est complètement à propos. Je dis ça de manière un peu cynique parce que moi, ce que je crains vraiment, c'est le phénomène du bébé qui va être jeté avec l'eau du bain. Il y a plein de trucs qui vont être super décevants. On le sait d'avance, on le sait parce que il y a tellement de conneries qui sont dites par des gens qui sont complètement allumés sur ces sujets que quand on va se rendre compte que c'est pas à la hauteur de la promesse,
on va avoir un phénomène de rejet très fort. Et ça sera super dommage parce qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes, qui sont faites, qui sont en cours de création et qui risquent d'être complètement gelées du jour au lendemain avec un nouvel hiver de l'IA qu'on prévoit de plus en plus, simplement à cause de cet effet rebond de désillusion. Ouais, et ce que dit Luc Julia dans sa conf, justement, c'est qu'il n'a pas un discours clivant pour le plaisir. Il a un discours clivant et volontairement percutant parce que sa plus grande peur, c'est d'avoir un deuxième hiver de l'IA, comme tu viens de le dire. Et il explique quelque chose qui est aussi transposable à toutes ces technos ou façons de faire un petit peu à la mode et qui donc bénéficie d'un traitement médiatique qui peut être souvent biaisé. Et donc on a une image donc là de l'IA qui n'est pas du tout la bonne. C'est de comprendre qu'en fait l'IA c'est pas forcément ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire l'excellence totale. Comme il explique, il n'y aura jamais de voiture autonome de niveau 5 parce que d'un sens pratique avec les technos actuels c'est impossible de couvrir tous les cas. Mais par contre là où l'IA peut intervenir c'est quand ça peut améliorer d'un certain niveau. Si on arrive à passer des niveaux supérieurs avec une autre technologie, il ne faut pas s'en priver. Mais ça ne veut pas dire qu'on atteindra l'excellence parce que l'excellence passe aussi par des prises de décisions que seul l'humain est capable de prendre ou de réagir à certaines situations et de s'adapter, puisque là, dans ce cas-là, une IA, ça va être développer l'expertise d'une IA particulière dans un domaine, mais il faut souvent plusieurs expertises et retours d'expérience pour pouvoir prendre une décision, ce que là, l'IA ne sera jamais capable de faire dans l'état actuel des choses. Ah, c'est complètement ça. C'est surpromettre en caricaturant le propos, en le simplifiant tellement que ça perd tout son sens. Quand aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, en fait les gens ils s'imaginent des espèces de soit sur un côté angélique comme il y a pu y avoir dans le film Her par exemple où on avait une interlocutrice virtuelle qui pouvait avoir des sentiments humains et une histoire d'amour entre un gars et son assistant vocal. Ou alors, on part dans des délires à la Terminator où on s'imagine des espèces de robots dotés de raison qui, d'un coup, se rebellent contre leur maître et font la guerre aux humains. Et c'est un peu une façon hyper simplifiée de voir l'IA. Où on raisonne par anthropomorphisme parce que c'est plus facile de raisonner ainsi, où on imagine en fait ce que peut faire l'IA comme si c'était un humain qui le faisait, et c'est complètement stupide parce que le terrain il est complètement autrement. C'est pour ça que je parle d'anthropomorphisme, c'est que c'est la même chose que quand on a un chien ou un chat et qu'on lui prête des sentiments humains, qu'on lui prête des comportements humains. C'est plus simple parce que ça permet de comprendre facilement ce qu'il a, mais quiconque vous apprendra à dresser un chien correctement vous dira que c'est pas possible de traiter un chien comme un humain parce qu'il fonctionne différemment et que tant qu'on n'a pas fait l'effort d'appréhender son code, eh ben, on ne peut pas en fait décemment le comprendre et interagir avec lui au-delà de caresses ou de câlins comme on peut faire à son animal de compagnie. J'ai fait une parenthèse qui en est pas une parce que c'est exactement ça. C'est à chaque fois qu'on caricature un propos et qu'on le simplifie trop, qu'on l'applique à ce qu'on croit comprendre alors qu'en fait on comprend rien du tout, on prend un gros danger de très mal appréhender les choses. Et l'IA en est l'exemple ultime parce que c'est typique le truc où on transfère sur cette notion-là tous nos fantasmes, les pires rêves comme les pires cauchemars, alors qu'en fait les domaines utiles de l'intelligence artificielle ou intelligence augmentée, c'est des trucs beaucoup plus basiques, mais où là, un robot doté d'intelligence artificielle pourra jouer pleinement son rôle, parce qu'on le cantonne à un métier très précis et sur lequel il sera très bon. C'est d'ailleurs pas un hasard si les démos d'intelligence artificielle elles sont faites sur des jeux, les jeux d'échecs ou les jeux de Go, parce que on est dans un spectre très précis, avec des règles complètement arbitraires et finalement artificielles, elles aussi, mais qui donnent un cadre très 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 précis, dans lequel on ne s'écarte pas, dans lequel il n'y a pas de place aux sentiments, etc. Et où là, effectivement, l'intelligence artificielle peut faire des miracles. Pour le reste, c'est beaucoup de fantasmes. Et encore une fois, on ne parle pas que d'IA ici, on parle d'à peu près
tous les domaines. Moi, dans toutes les vagues techno que j'ai pu voir au cours de ma carrière, on a eu comme ça des illusions qui étaient pour l'essentiel liées à des idées fausses qu'on pouvait s'en faire. Et puis, c'est valable dans plein d'autres domaines de recherche et d'activité, et même dans des choses moins techniques. J'imagine sur du marketing ou des choses comme ça, on est à fond sur des fausses croyances. Ouais, et comme dit Luc Julia dans sa conf, ce qu'on comprend, c'est qu'on comprend pas. Pour parler d'un petit peu, aller un peu plus loin que l'IA et ce sujet-là, j'aimerais qu'on parle de proposer un point de vue différent, parce que là on a vu que du coup, pour un professionnel de l'intelligence artificielle, c'est assez atypique, on va dire, comme propos, et de proposer un point de vue différent de son business, je trouve que ça a une qualité ou l'avantage de pouvoir te démarquer. Proposer quelque chose de nouveau, parce que si tu es en train de répéter la même chose que les acteurs qui ont marché, bah, sauf si c'est ta conviction, bah, d'accord, mais si tu as des visions un petit peu différentes ou des points de désaccord ou tu vois les choses un peu différemment, moi je pense que c'est hyper intéressant de ne pas hésiter à montrer ce point de vue différent, et tu trouveras certainement des gens qui pensent comme toi sur certains points, mais c'est des micro-détails de ta vision, de ton business ou de ton marché qui peuvent faire la différence par rapport à tes clients qui ont des croyances en commun avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oh bah ça, on en voit plein le net, hein, des vendeurs de rêves qui en gros disent suivez ma méthode et vous gagnerez des millions. En fait, là encore, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que très souvent, dans le public des gens qui sont actifs sur le web, il y a des choses passionnantes à étudier lorsqu'on regarde leur façon de fonctionner. Mais le truc, c'est qu'il faut surtout pas reproduire la leçon numéro 1 qu'on voit quand on étudie vraiment comment font les gens qui cherchent à être des succès sur Internet. C'est parce qu'ils ont su suivre une voie originale. Ils ont su aller à contre-courant, et pas forcément dans une démarche de rébellion ou de révolution absolue, mais tout simplement à se dire, moi je vais pas simplement suivre le vent, je vais aller sur une voie à moi, parce que j'y crois, parce que j'ai une intuition, etc. Et c'est le fait d'être un peu défricheur de ça qui fait qu'on peut arriver à des choses très étonnantes. Et être uniquement suiveur sur Internet, comme sur tout un tas de projets techniques, est très souvent une mauvaise idée. Et se dire que simplement, sans aucune réflexion, sans aucune prise de recul, on va simplement appliquer une méthode et hop, ça va marcher. Il y a des fois, oui, on peut toujours trouver des cas où ça va prouver que ça a marché. Mais le plus souvent, en fait, ce qu'il y a de plus inspirant dans ces entrepreneurs-là, c'est pas la méthode qu'ils sont en train de vous expliquer, parce que en général, quand ils vous l'expliquent, c'est qu'ils l'ont appliqué 1 an ou 2 ans avant, et puis le marché bouge tellement vite que le contexte n'est plus du tout le même. C'est tout le process intellectuel qui les a amenés à mettre au point cette méthode. Comment ils sont arrivés à ça ? C'est ça qui est super inspirant et qu'il faut reproduire, et pas simplement une photocopieuse à idée avec 2 ans de retard. Je pense que tu peux pas photocopier effectivement une technique. Si tu photocopies une technique, à mon avis, c'est soit que tu as eu de la chance, soit que tu as forcément rajouté ta patte qui a fait que tu as été différenciant sur un élément, mais il n'y a aucun intérêt à prendre ce que fait quelqu'un et à faire exactement la même chose. Par exemple, nous, on sait que chez Jidenko, on va parler d'éléments différenciants, on a certaines valeurs ou certaines choses qu'on ne veut pas dépasser ou qu'on ne veut pas faire, et même si ce n'est pas des éléments de révolution, et ben ça va être des éléments différenciants par rapport à certains acteurs qui sont sur le même marché que nous. Et après, chacun est libre d'aller consommer le contenu qu'il préfère. Si tu te sens plus à l'aise avec des gens qui vont avoir des Lamborghini en fond d'écran, enfin en arrière-plan de leurs vidéos, et qui donnent des chiffres, eh ben il n'y a pas de mal à ça. C'est que c'est quelque chose qui te correspond plus. Et nous, on cherche à parler, notamment par exemple sur ce point-là, à des personnes qui sont plus dans la partie envers du décor. Ça nous intéresse moins de faire du contenu très généraliste sur les sujets de business en ligne, par exemple. Et c'est ce genre de propos affirmés qui va te permettre de aussi scinder ton audience et d'aller chercher les personnes qui t'intéressent et que tu veux cibler. Ça nous amène aussi sur un point qui est la différence entre ceux qui s'autoproclament ou sont autoproclamés ou proclamés gourous et les leaders ou acteurs du marché. C'est que tu peux être différenciant et clivant sans pour autant t'autoproclamer gourou et je sais tout.
On avait cette discussion tout à l'heure, on disait qu'il faut absolument, si tu veux lancer ton business ou faire réussir ton business, écouter plusieurs versions et plusieurs personnes, puisque un humain ne peut pas avoir raison à 100%. C'est impossible. Donc tu trouveras jamais, que ce soit chez nous, chez quelqu'un d'autre ou peu importe, une personne qui pourra te dire 100% la vérité. Il faut aller chercher des clés un petit peu partout, et la notion de gourou ou d'idolâtrer quelqu'un qui soit un acteur sur ton marché ou quelqu'un qui t'inspire, c'est assez dangereux par rapport à ça. Moi, ça me rappelle souvent un concept qui était introduit par un trader, un mec qui était boursicoteur, qui s'appelle Nassim Tayeb, qui est celui du signe noir. Alors, un signe noir, la définition qu'il en donnait, c'est un événement rare qui peut arriver. On sait que ça existe, mais statistiquement, il y a quand même sacrément peu de chances que ça se produise. Et d'accepter ça, après, ça permet d'avoir deux voies possibles. Soit on choisit d'attendre ce signe noir, et donc statistiquement d'attendre longtemps, mais par contre, quand il arrive, ça peut être super successful. Soit au contraire, de se dire que il va peut-être arriver, d'en avoir la conscience, mais de miser sur le fait qu'il ne soit pas là, tout en ayant des mécanismes qui permettent éventuellement de s'en prémunir. Ça, c'était pour de la stratégie boursière. Mais ce que je trouve intéressant dans cette notion de signe noir, c'est d'arriver à repérer quand est-ce qu'un événement est rare, et ensuite d'en tirer les conséquences et d'adapter ses stratégies par rapport à ça. Alors pourquoi je parle de ça dans cette discussion, c'est que il y a plein de gens qui malheureusement, on voit ça chez des start-upers par paquet de 12, considèrent des signes noirs comme modèles, sans avoir conscience que ça soit des signes noirs. Et ça peut être super cruel, parce que si tu prends comme modèle, comme façon de fonctionner, un truc qui est hyper rare en disant vous voyez que ça marche, eux ils l'ont fait, donc moi je vais le refaire, c'est s'assurer avec un énorme pourcentage de chances de se planter, tout simplement parce qu'on appuie toute sa stratégie sur un truc qui est rarissime. Je sais que maintenant c'est passé de mode, fort heureusement, mais il y a eu un temps où il y avait 3 projets sur 4 de start-up, c'était des plateformes de mise en relation, parce que il y avait des mythiques, des Blablacar et des machins qui avaient fonctionné. Mais il faut avoir conscience que ce sont des cas extrêmement rares, et on aime mettre en avant le succès et on a tendance à trop peu parler des échecs. Mais si on avait la proportion du nombre de sites de mise en relation entre une population A et une population B qui se sont plantés versus le nombre qui ont réussi, certes, les tout petits nombres qui ont réussi, c'est énormissime, parce qu'ils se sont retrouvés leaders d'un marché souvent monstrueux, un mythique sur les rencontres à l'époque, c'était incroyable. Mais tous ceux qui se sont plantés, en fait, sont tout simplement la preuve que le modèle suivi, ça serait celui d'un signe noir. Et là, ça peut vraiment poser de graves questions. Et c'est pour moi un parfait argument, un parfait exemple à se dire que plutôt que de chercher à suivre un modèle en disant je vais faire la même chose qu'eux, déjà il faut se poser la question de est-ce que c'est un phénomène super rare, et dans ce cas ça serait un peu risqué de suivre ce modèle, mais surtout de choisir un modèle qui soit le sien, sur lequel on met ses propres valeurs, ses propres intuitions, ses propres envies aussi, parce que l'envie va être le moteur qui va permettre de transformer l'idée en quelque chose de viable, et très souvent quelque chose qui vont être souvent des meilleurs atouts que d'avoir un pseudo-modèle, mais qui est impossible à reproduire. Oui, il y a vachement un facteur de être là au bon moment, en proposant le bon produit ou le bon service ou la bonne boîte. Ça n'enlève rien à la capacité des gens à entreprendre et à la réussite qu'ils ont eue, mais ça donne cet aspect que dans tous les cas tu ne pourras jamais reproduire à l'identique. Et il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier, dans le web on a tendance à l'oublier, mais derrière l'écran, je le répète tout le temps, ce sont des humains. Des humains qui ont des émotions différentes, qui sont là à des endroits différents, à des heures différentes, dans des états d'esprit différents. Donc ça serait impossible de reproduire à l'identique un business. Et donc une personne qui peut te vendre sa réussite en disant j'ai fait tant de chiffres en tant de temps, ça ne veut pas dire qu'elle pourra t'accompagner à faire exactement la même chose. Elle pourra très certainement t'accompagner et te donner des clés pour progresser.
mais de reproduire l'identique. Il faut arrêter de se leurrer et de penser que c'est possible. Tu peux avoir de la chance, mais dans 99% des cas, ça se passera pas comme ça. Et heureusement, parce que si on pouvait tout prévoir, il y aurait plus de challenge à la réussite, quoi. Et ça serait totalement dévalorisé. Et si on se recentre et qu'on revient un peu sur notre fil rouge, du coup, qui était la conf de Luc Julia à laquelle j'ai assisté hier, il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup chez ce monsieur, c'est pour pouvoir expliquer son marché à des gens qui ne sont pas forcément dans sa cible. Parce que dans l'IA, pour pas faire peur aux gens, justement, il faut l'expliquer, ce qui n'est pas le cas de tous les marchés. Tu peux avoir ton marché où tu n'as aucun intérêt à l'expliquer à du grand public, et en tout cas ici c'est le cas, c'est d'utiliser l'autodérision. Et ça, on le voit à peu près sur tous les discours, mais d'arriver à expliquer avec des images, de ne pas avoir peur de se moquer de son marché, de se moquer de ce qu'on fait nous, de ce que font nos concurrents, parce que c'est ce qui va permettre aussi à son auditoire d'être en confiance et de pouvoir assimiler plus facilement des données qui sont très très compliquées. On a plein de choses, je pense, transposables à l'IA qui sont extrêmement compliquées à expliquer. C'est aussi valable pour les algorithmes, pour certains codes, pour vendre certains services. Et il faut absolument arriver à s'adapter à son interlocuteur pour pouvoir expliquer et ne pas lui faire peur, parce que faire peur à la personne à qui on veut expliquer son propos, c'est quand même très dangereux. Puis de toute façon, c'est quand même mieux si on se marre un peu. Ça serait quand même terrible de se retrouver à bosser comme des damnés et sans jamais rigoler. De toute façon, on n'en sortira pas vivant, donc autant prendre ça à la dérision. C'est quand même bien mieux. Ouais. Hier sur la conf, quand il parlait des voitures autonomes, justement, en anecdote marrante, il expliquait qu'il faisait des tests sur les voitures autonomes de niveau 5, qui était le truc ultime que nous présentent tous les médias, où la voiture conduit tout seul. Et il explique que donc il était dans une voiture autonome et qu'au bout de 2 mètres, la voiture s'arrête. Refait 2 mètres, elle s'arrête encore. Refait 2 mètres, elle s'arrête encore. Donc ils ne comprennent pas. Ils prennent les bandes vidéo pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc ils voient qu'il y a 2 personnes qui marchent sur le trottoir. Donc a priori, là, pas de problème. Il n'y a pas de raison que la voiture s'arrête. Et en zoomant un peu plus, ils se rendent compte que le mec qui est à gauche a un panneau stop sur son épaule. Et du coup, forcément, la voiture s'est arrêtée. Et c'est l'image qui donne pour justement expliquer que la voiture autonome de niveau 5 ne pourra jamais exister, parce que comment vous voulez prévoir un cas comme celui-ci? Et des cas comme ça, il peut y en avoir des centaines, des milliers. Et donc quand je parle d'autodérision par rapport à sa techno, son marché, c'est exactement ça. C'est que d'expliquer ça à son auditoire, ça le rassure et ça lui permet de comprendre plus facilement. Parce que c'est vrai qu'on dans la tech, on a souvent le problème, et moi je me rends compte régulièrement qu'il y a des choses qui pour nous sont très logiques, mais qui pour un auditoire qui n'est pas du tout dans cette sphère-là, c'est complètement incompréhensible, quoi. Ou pire, ils s'en font une idée qui est fausse. À la limite, il vaut mieux admettre, ok, je comprends pas, c'est pas mon terrain de compétence, plutôt que d'avoir un avis sur tout et raconter les pires sornettes sur des domaines qui sont tout simplement complexes. Et c'est pas une histoire d'être prétentieux ou d'être dans la fameuse pensée complexe, mais simplement admettre que on est dans des univers où soit on s'y investit pas et puis c'est parfaitement louable de faire toute autre chose, soit il faut avoir conscience que ça nécessite un investissement conséquent pour arriver à maîtriser quelques notions de base. Et quel que soit l'interlocuteur que vous allez avoir, il va avoir ses déficiences parce que c'est des univers gigantesques qui nécessitent avant tout de l'humilité. Et ce serait peut-être une leçon à retenir de cette discussion. Ouais. Puis faire attention à ne pas se faire d'idées reçues sur certaines choses qui peuvent faire très peur au premier abord. On sait que notamment dans la data, il y a beaucoup de croyances qui circulent, et à l'inverse des choses dont on ne se méfie pas du tout, qui sont des vrais dangers. Donc il faut toujours essayer d'être ouvert d'esprit, et même quand c'est pas son marché ou son cœur de métier, je pense, et essayer de toujours, on revient à ce que l'on disait un petit peu tout à l'heure, mais croiser les sources, écouter des acteurs différents, parce que la vérité n'est pas chez une seule personne. Beau conseil. Et puis expérimenter. Franchement, c'est le fun d'expérimenter. On essaye de le faire autant que possible, nous. On n'a pas assez de temps pour ça, mais on va essayer d'en faire le plus possible, parce que on peut pas dire que ça permet de gagner des millions à chaque fois, mais c'est toujours tellement enrichissant de découvrir des choses par soi-même,
d'essayer de paramétrer des petits trucs. Et ce qu'on apprend là, on l'apprend peut-être plus lentement, on l'apprend pas forcément avec un succès systématique à la sortie, mais le chemin est passionnant et très 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 riche d'enseignements qu'on risque pas d'oublier après. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, je pense que l'épisode aura été riche en infos. J'espère que ça vous a plu. C'est un épisode un peu spécial parce qu'on a parlé de plusieurs sujets en même temps avec un fil rouge, mais on avait vraiment envie de traiter ces différents axes dans cette vidéo. Donc en attendant, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Salut! Ciao!